Le cours d'aujourd'hui sera consacré au problème des écoles et de la formation des scribes sous le règne de Samsu-Iluna. Miguel Civil, dans son introduction à l'édition de la série lexicale dite Proto-Ea, a souligné que les listes de signes et autres exercices du même genre étaient généralement détruits presque immédiatement par effacement puis remodelage de la tablette, tout simplement afin d'économiser l'argile. La conservation de ce genre d'exercice ne s'est donc produite qu'accidentellement par interruption brutale du processus de recyclage. Je le cite, « Il semblerait donc que dans une école, et Dubba en sumérien, dans une école bien tenue, aucune tablette d'exercice n'ait été conservée pendant une longue période. Occasionnellement, une tablette d'exercice peut avoir été déplacée et perdue, et donc sauvée pour la postérité, mais la masse des tablettes était, selon toute vraisemblance, détruite lors du déroulement normal des activités scolaires. C'est seulement lorsque ces activités étaient brutalement interrompues par un événement catastrophique qu'un grand nombre de tablettes d'exercice étaient conservées. » Fin de citation. Tous les spécialistes de la littérature sumérienne et des écoles ont repris depuis cette conclusion en raison de l'autorité qui s'attache à tout ce qu'a écrit Civil, incontestablement un des meilleurs sumérologues qui ait jamais existé. Et pourtant, à la réflexion, et après lui avoir emboîté le pas comme tout le monde, je ne pense pas qu'il ait totalement raison. Vous voyez qu'il a ici repris sa théorie du facteur catastrophe que j'ai déjà exposée il y a 2 semaines à propos des textes d'archives, mais le statut des tablettes scolaires et des documents d'archives n'est pas le même. Du moins, faut-il faire, à l'intérieur des documents d'archives, une distinction entre ceux qui avaient une valeur sans limite dans le temps et ceux qui étaient périmés au bout de quelques semaines ou quelques mois. Dans la première catégorie, vous trouvez les achats, les héritages, les adoptions, etc. Il était impératif de garder ce genre de texte comme titre de propriété et on peut constater qu'ils étaient parfois conservés sur plus d'1 siècle et demi. Dans la seconde catégorie, les textes à durée limitée, se trouvent les prêts, les locations, les lettres, les documents comptables. Le sort de ces écrits à durée limitée pouvait être le recyclage, et on sait bien que certaines tablettes administratives, une fois leur contenu repris dans un récapitulatif, n'avaient plus d'intérêt et leur argile pouvait être réutilisée pour écrire de nouveaux documents. Il en allait de même pour bien des exercices scolaires, mais on sait aussi que lorsque les anciens se livraient à un tri de leurs archives, ils pouvaient être amenés à réutiliser des tablettes, par exemple comme matériaux de construction. C'est ainsi que de nombreux reçus d'huile ont été retrouvés dans 2 banquettes de la salle 116 du Palais de Marie, qui servaient précisément de socle à des jarres d'huile. Et il n'est pas inintéressant de noter que toutes ces tablettes datent de l'époque de Yasmaradu, c'est-à-dire l'avant-dernier roi de Mari, et on peut penser que ces tablettes ont été mises au rebut au moment où le dernier roi de Mari, Zimrilim, s'installa dans le palais et apporta quelques changements à ses aménagements. De la même manière, nous le verrons, il n'est pas rare de trouver des tablettes scolaires dans les murs de certaines maisons ou entre 2 sols, ou encore dans des aménagements comme des banquettes. Il s'agit alors du résultat non pas d'un événement catastrophique, pour reprendre les termes de Civil, mais d'une césure de moindre ampleur dans l'occupation du bâtiment qui continua malgré tout à être occupé, même si son habitant n'est plus le même. Et c'est seulement dans le cas d'un abandon total qu'on trouve des tablettes in situ, et ce qui est finalement une situation assez rare. Vous voyez donc qu'au lieu du tout ou rien de Civil, je propose d'introduire un élément intermédiaire. Le sort des tablettes, en l'occurrence des tablettes scolaires, pouvait donc être, premièrement, le recyclage, qui, sauf exception, ne laisse pas de traces, je dirais, par définition. Deuxièmement, le réemploi, qui permet de retrouver les tablettes dans un contexte secondaire, et troisièmement, l'abandon sur place suite à un incendie, une attaque ennemie, que sais-je, qui détruit le niveau d'occupation correspondant.
C'est dans cette perspective que je voudrais aujourd'hui revenir sur la situation des écoles et des tablettes scolaires dans le sud du royaume de Samsu-Iluna, suite aux troubles qui ont marqué les années 9 à 12 et que nous avons étudiés du point de vue événementiel la semaine dernière. Il va nous falloir distinguer deux cas. Celui des villes qui ont été détruites à partir de l'an 12 de Samsu-Iluna, c'est en particulier, comme nous l'avons vu, le cas de Larsa et d'Ur, mais il y a aussi des villes plus au nord qui ont été perdues pendant la révolte de Rimsin II, mais reconquises par Samsu-Iluna dans le courant de l'année 11 et tenues jusqu'en l'année 29. C'est avant tout le cas de Nippur et d'Isin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souligner les difficultés que rencontre ce type d'enquête. D'abord, beaucoup de textes proviennent soit de fouilles clandestines, soit de fouilles anciennes, pour lesquelles nous n'avons pratiquement pas de renseignements précis sur le contexte de découverte des tablettes. Par ailleurs, il faut bien avouer que la sensibilité à la date de copie des textes littéraires sumériens est un phénomène récent en assyriologie. Pour des pionniers comme Kramer, ce qui comptait, c'était avant tout de reconstituer les textes et de les éditer en surmontant, autant que possible, les difficultés philologiques considérables, qu'offraient et qu'offrent encore aujourd'hui en bonne partie les textes rédigés en sumérien. Mais aujourd'hui, nous plaçons la barre plus haut et on s'intéresse en particulier au statut même de ces tablettes. On s'est en effet rendu compte que l'essentiel de la littérature sumérienne nous est connu par des copies scolaires qui couvrent moins d'un siècle. En gros, entre l'avènement de Rimsin à Larsa, vers 1812, et la perte définitive de Sumer par Samsu-Iluna en 1722. Le problème est que fort peu de tablettes comportent un colophon, c'est-à-dire quelques lignes qui sont placées après la fin du texte proprement dit et qui indiquent de façon plus ou moins complète le nombre de lignes copiées, le titre de la composition selon la façon de faire de l'époque, c'est-à-dire par incipit, la première ligne, le nom du copiste et éventuellement également la date à laquelle celui-ci a effectué son travail. Par ailleurs, l'ouvrage classique d'Hermann Unger, dévolu au colophon, date maintenant d'un demi-siècle et n'a pas été mis à jour systématiquement, alors que les données paléo-babyloniennes se sont multipliées. Enfin, quand le colophon comporte une date, le scribe ne note souvent que le jour et le mois et pas l'année, ce qui évidemment pour nous est le plus important. En dépit de toutes ces difficultés, l'enquête d'aujourd'hui se révèle fructueuse, comme j'espère vous en convaincre. Nous commencerons par les villes du Sud, perdues en l'an 12 de Samsu-Iluna, avant d'examiner dans un deuxième temps la situation des villes situées plus au nord, dont Samsu-Iluna garda le contrôle jusqu'en l'an 29. Pour les villes du Sud, perdues en l'an 12, nous verrons successivement quelle fut la situation à Larsa et à Ur. Les fouilles officielles de Tel Senkeri, l'antique Larsa, ont eu lieu à partir de 1933, puis de 1967 à 1989, avec un total de 13 campagnes. Mais elles ont été précédées par des fouilles clandestines d'assez grande ampleur dès avant la Première Guerre mondiale. Celles-ci ont notamment porté sur de grandes demeures privées qui ont été refouillées à la fin des années 80, mais dont les archives avaient déjà été pillées par les clandestins. Et les archives qui en sont issues sont notamment conservées au Louvre ou encore dans la Babylonian Collection de Yale. Or, ces deux collections possèdent également un grand nombre de tablettes scolaires dont on peut supposer qu'elles ont la même provenance. Deux cas sont particulièrement intéressants dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. On peut signaler d'emblée que les troubles politiques n'ont pas arrêté le travail de formation des scribes. Il existe en effet au Louvre une tablette qui est datée d'une année de Rimsin II. Il s'agit d'un extrait d'un hymne à la gloire du roi d'Ur Shulgi,
plus précisément les lignes 263 à 323 d'une composition qui, au total, comptait 385 lignes. Et on trouve comme colophon, à la fin, total, 61 sont ces lignes, mois 11, 14e jour, année où Rimsin, le roi, année qui suit le méchant ennemi. Donc c'est une formule qu'on appelle les formules bis, en oussa en sumérien. C'est le seul exemple d'ailleurs que je connaisse d'une formule bis pour ce nom d'année. Et c'est d'autant plus étonnant que, vous le voyez, nous sommes au mois 11, c'est-à-dire à la fin de l'année. Rimsin II était mort, d'après ce qu'on sait depuis des mois, et c'est donc en principe le nom de l'an 10 de Samsuiluna qui aurait dû être utilisé, puisqu'il est attesté dans des textes d'archives à partir du mois 2 à Larsa. Alors, est-ce qu'il faut voir ici une forme ultime de résistance au roi de Babylone? Je n'en sais rien. Et peut-être que le choix de recopier un hymne en l'honneur de Shulgi serait aussi une forme de patriotisme local, mais je donne ces suggestions avec les plus grandes réserves. En tout cas, et c'est le plus important, cette tablette montre que, malgré les très graves troubles politico-militaires du moment, il y avait à Larsa ou dans sa région des endroits où l'on continuait à former des apprentis scribes d'une manière conforme à la tradition, notamment en recopiant ce type d'hymne. L'apprentissage du sumérien par les jeunes scribes se faisait notamment par la copie de lettres. Le corpus comprend deux types de textes. D'un côté, ce qu'Alexandra Kleinerman a appelé dans sa thèse un recueil de lettres variées, Sumerian Epistolary Miscellany. Il s'agit notamment de lettres des rois d'Icine, de lettres de particuliers et de quelques autres textes. Mais le plus grand nombre d'exercices avaient trait à la correspondance des rois d'Ur et constitue un problème considérable. On ne possède en effet aucun original du XXIe siècle, mais uniquement des copies d'époque paléo-babylonienne qui sont le travail d'apprentis. Et la question qui se pose est celle de l'authenticité de ces lettres. On est en effet étonné d'avoir dans certains cas la lettre adressée au roi et la réponse de ce dernier, alors que dans toutes les archives épistolaires que nous connaissons par ailleurs, de tels cas sont exceptionnels. On ne trouve normalement dans les archives de quelqu'un que les lettres qu'il a reçues, sa correspondance passive. Certaines lettres sont clairement apocryphes, et notamment certaines réponses qui ont été rédigées à des lettres reçues par les rois. D'autres pourraient refléter des originaux que nous ne possédons pas. Mais peu importe pour cette question, notre intérêt sera ici différent. Dans le livre que Piotr Michalowski a publié sur la correspondance des rois d'Ur, il s'est en particulier intéressé à un apprenti scribe nommé Kishti Ea. Il se trouve en effet que 6 tablettes conservées dans la collection de Yale comportent un colophon au nom de Kishti Ea, dont 3 sont des manuscrits de la correspondance des rois d'Ur. Un de ces colophons indique, par exemple, tablette en long de Kishti Ea, mois 9, le 20e jour, année Samsuiluna, le roi, et c'est tout. Alors on peut dresser un tableau de ces différents textes. On voit qu'il y a 4 tablettes, 3 plus exactement, excusez-moi. D'abord, une tablette qui n'a pas de nom d'année. Ensuite, on en a 3 qui sont datées de ce que Michalowski avait considéré comme l'an 1 de Samsuiluna, la formule Mu Samsuiluna Lugal E. Alors il y en a une qui est une lettre de Puzur-Shulgi à Shulgi, un autre extrait de la même lettre, et puis on a la lettre du roi de Larsa, Sinidinam, à la déesse Nin Insina. Et puis on a également 2 tablettes qui sont datées de l'an 11 de Samsuiluna, le dialogue entre 2 scribes d'abord et le dialogue entre un superviseur et un scribe ensuite. Ces 2 derniers textes appartiennent à un genre bien particulier, celui du dialogue ou de la dispute qui oppose 2 personnes ou 2 réalités. On trouve par exemple la dispute entre le palmier et le tamaris, chacun de ces arbres vantant ses qualités.
On a également le débat entre l'été et l'hiver pour savoir laquelle de ces deux saisons est la plus utile, etc. Le dialogue entre les deux scribes a été récemment édité par Cale Johnson et Markham Geller, qui ont montré à quel point ce texte très difficile ne pouvait se comprendre que par une intertextualité très poussée avec différentes listes lexicales qui faisaient également partie du programme scolaire. Par ailleurs, vient de prendre fin à Genève un projet d'édition de tous les dialogues et débats sous la direction de Catherine Mittermeier et qui a donné lieu en février dernier à un colloque. On attend le résultat de ce projet avec intérêt. Alors revenons à notre apprenti scribe, Kishti-Ea, et à la date de ses colophons. Considérant que la formule Mu Samsuiluna Lugal E était le nom de l'an 1 de Samsuiluna, donc sous-entendu année où Samsuiluna est devenu roi, Michałowski a ainsi commenté la situation. Si nous supposons que Kishti-Ea n'a pas passé 10 ans à l'école, c'est une autre personne du même nom qui doit avoir écrit les deux derniers textes, c'est-à-dire ceux qui sont datés de l'année 11. Mais, comme je l'ai bien indiqué, les colophons de ces tablettes ne comportent pas la formule de l'an 1 de Samsuiluna, mais seulement Mu Samsuiluna Lugal E. Or, l'étude des documents d'archives permet de démontrer qu'une tablette ainsi datée ne date pas forcément de l'an 1 de ce roi. Il peut s'agir de l'abréviation de n'importe quel nom d'année, malgré Malcolm Horsnell, qui a été mal inspiré de ne pas suivre les indications qui ont été données par Finkelstein, Jean-Marie Durand et moi-même. On a en particulier des cas qui sont très clairs lorsque vous avez une tablette avec une enveloppe et que sur la tablette intérieure, vous n'avez que la date Mu Samsuiluna Lugal E, par exemple, et sur l'enveloppe, une formule plus longue, tout simplement parce que l'enveloppe offrant une surface supérieure, eh bien, le scribe avait plus de place pour inscrire le nom complet de l'année. Alors à partir de ce moment-là, j'ai pensé que la logique était que toutes ces tablettes aient été écrites en l'an 11 de Samsuiluna. Et du coup, ça correspond très bien donc à l'idée de Civil que les tablettes scolaires qu'on possède datent de la phase ultime qui précède la destruction du site. En l'occurrence, sans doute l'ARSA, puisque, comme je l'ai dit, une bonne partie des tablettes achetées par Yale dans les années 1910 provenaient de ce site. Kishti-Ea n'était donc pas un cancre dont les études auraient duré 10 ans, ce que Michałowski avait exclu à juste titre. Il s'agit très vraisemblablement du même individu dans les 6 tablettes. Et la note de Naboo dans laquelle j'avais fait cette proposition a reçu quelques mois plus tard une réponse de Michałowski lui-même, qui entre-temps avait demandé des photos des tablettes qu'il n'avait pas étudiées dans son livre sur la correspondance des rois d'Our, et il s'avère en effet que les 6 tablettes comportant un colophon au nom de Kishti-Ea sont toutes indubitablement de la même main. Et l'interprétation de Michałowski, c'est tout simplement qu'après le mois 4, l'apprenti scribe fut trop paresseux pour écrire le nom d'année en entier. Alors la conclusion n'a rien d'anecdotique parce qu'elle nous permet de retracer très concrètement les activités d'un apprenti scribe sur 12 mois consécutifs, comme je l'avais donc proposé dans ma note de Naboo en 2011. Si l'on reprend l'ordre chronologique que j'avais alors proposé, eh bien, on voit que le 8 du mois 1, Kishti-Ea copia le dialogue de 2 scribes. Le 7 du mois 4, il copia le dialogue entre un superviseur et un scribe. Et ensuite, il s'attaqua aux lettres. Le 7 du mois 8, lettre de Shulgi à Aradmu. Le 20 du mois 9, lettre de Puzur-Shulgi à Shulgi. Le 25 du mois 9, lettre de Puzur-Shulgi à Shulgi à nouveau. Et finalement, le 16 du mois 12, la lettre du roi Sinidinam de Larsa à la déesse Nin Insina. Autrement dit, l'ordre dans lequel ces textes ont été copiés montrerait que les dialogues précédèrent la copie de la correspondance royale. Malheureusement, je me demande aujourd'hui si j'ai eu raison.
et si une autre solution n'est pas plus vraisemblable. L'hypothèse nouvelle que je formule consiste à considérer que si Kishtiéa n'a pas daté une de ces tablettes et ensuite a daté les trois suivantes avec simplement la formule Mu Samsuiluna Lugal E, c'est tout simplement parce que, après la victoire du roi de Babylone dans le courant de l'an 10, eh bien, l'apprenti ne connaissait pas le nom de l'année. Et donc, il aurait daté ainsi les textes qu'il écrivit du mois 9 jusqu'au mois 12. Et, de manière intéressante, le texte le plus ancien, celui qui est écrit le mois 8, n'a pas de nom d'année. Donc là, on est sans doute au moment où Samsuiluna est en train de reprendre le contrôle, mais sa présence n'est pas encore affirmée. Et puis, à partir du mois 1 de l'année suivante, là, il y a eu une distribution générale de la formule du nom d'année, comme nous savons que ça se faisait, on a retrouvé des tablettes de ce genre, et à partir de ce moment-là, Kishtiéa savait quel était le nom d'année, et il nota donc le nom de l'année 11 sur ces exercices, les deux derniers. Mais du coup, si l'on prend en compte cette nouvelle hypothèse, eh bien, le tableau chronologique inverse l'ordre d'étude. Kishtiéa aurait commencé par la copie de la correspondance royale et il aurait continué avec les dialogues. Je pense qu'il est difficile de trancher entre les deux hypothèses que j'ai faites, celle de 2011 et celle qui m'est venue à l'esprit en préparant le cours d'aujourd'hui, mais du coup, un doute sérieux existe sur l'ordre d'étude lettre puis dialogue, ou bien dialogue puis lettre. La seule chose qu'on puisse dire avec certitude, c'est que, apparemment, Kishtiéa étudia les deux genres successivement, mais sans qu'on soit certain de l'ordre de succession. Alors, quoi qu'il en soit de cette question, ce que je veux surtout retenir maintenant du cas de Kishtiéa, c'est que la reprise en main de Larsa par Samsuiluna n'introduisit pas de rupture, ce que nous avons déjà constaté la semaine dernière à partir des documents d'archives et que l'étude de ce dossier confirme. Manifestement, les écoles ont continué leurs activités sous Rimsin II et ensuite au moment où Samsuiluna reprit le contrôle jusqu'à l'arrêt brutal qui suivit la fin de l'année 11 de Samsuiluna. Passons maintenant à Our. J'ai déjà exposé la situation des écoles dans cette ville en juin dernier et je ne décrirai pas en détail à nouveau cette situation, mais je voudrais quand même y revenir dans la perspective qui est celle du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de la chronologie du règne de Samsuiluna. Alors je rappelle d'abord que dans la maison numéro 1 Broad Street du site AH, on a retrouvé, selon le compte de Woolley, environ 2000 tablettes et fragments, de sorte que ce que Woolley a décrit comme une école est même devenu, dans la littérature assyriologique, l'école par excellence. Mais il faut bien se rappeler que les données chronologiques sont extrêmement maigres. On a quelques colophons au nom d'un certain Damkilishou, mais qui, hélas, ne comportent pas de date. Et je rappellerai la conclusion de mon étude de 1986 sur le clergé d'Our. On a un mélange de tablettes d'archives et de textes scolaires qui montre qu'il s'agit exclusivement de tablettes mises au rebut dont il n'est même pas sûr qu'elles soient originaires du bâtiment lui-même. Et en tous les cas, nous avons un mélange de dates, un dossier qui date de l'époque de la troisième dynastie d'Our, un dossier qui date de l'an 5 de Sinikisham jusqu'à l'an 12 de Rimsin, et les tablettes les plus récentes sont datées de l'an 16 de Rimsin.
Et il n'y a dans ce bâtiment aucun texte daté de Samsu-Iluna, et donc il ne peut pas nous être utile dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. Mais encore une fois, les tablettes ont été retrouvées dans le cas numéro 2, si je me réfère au tableau en 3 points que j'ai dressé dans l'introduction, c'est-à-dire des tablettes qui sont réutilisées comme matériaux de construction et non pas trouvées in situ lors de l'abandon du document. Alors il faut passer maintenant à un cas qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il nous emmène à l'époque de Samsu-Iluna, c'est celui de la maison numéro 7 Quiet Street dans l'autre site dégagé par Houlet, c'est-à-dire le site EM. On sait que dans cette maison a vécu jusqu'en l'an 11 de Samsu-Iluna une famille de purificateurs dont les traditions particulières mettaient en avant le dieu Enki-Deridu et les divinités de son entourage. Eh bien, je voudrais rapidement revenir sur les tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette maison et dont j'ai fait le catalogue et l'étude dans mon livre sur le clergé d'Our. Il en était ressorti une vision très différente du cadre de l'apprentissage de l'écriture que celle que on décrivait jusqu'alors, tout simplement parce qu'on se basait sur la description des textes académiques au lieu de regarder les tablettes scolaires dans leur contexte archéologique. La présence de tablettes scolaires comme des lentilles au numéro 7 Quiet Street ne laisse aucun doute sur le fait que cette maison servit de cadre à un apprentissage scribal et qui plus est, ce qui a été retrouvé reflète un curriculum qui correspond à celui que l'on connaît par ailleurs avec la copie de listes lexicales, d'inscriptions royales, de textes sumériens littéraires et aussi des exercices de calcul ou de géométrie. Mais la question qui nous importe aujourd'hui, c'est celui de la continuité et de la chronologie. Un enseignement fut-il dispensé dans cette maison pendant les 80 ans où la famille de Kuningal et de ses fils y vécut? Difficile d'y répondre. Alors je vous donne les indices dont nous disposons. D'abord, nous avons la copie du mythe d'Enki et Ninhursag, UET 6.1, qui est daté de l'année 21 de Rimsin, c'est-à-dire du moment où Kuningal était le chef de la famille. Donc là, on a un premier repère chronologique. Par ailleurs, nous avons cette série des hymnes qui se terminent par la doxologie Rimsin Lugalmu, ô Rimsin, mon roi, et où le nom du roi est précédé par un déterminatif divin, par conséquent des textes qui ne peuvent pas être antérieurs à l'année 21 de Rimsin. Mais la question est de savoir si ces textes datent de Rimsin 1, comme je l'ai estimé, ou bien s'ils ne sont pas, au contraire, à rattacher à Rimsin 2, comme Nicole Brich l'a proposé récemment dans sa thèse. Alors on sait en effet qu'à la mort de Kuningal, 2 de ses fils ont repris sa charge de purificateur et ont continué à habiter la maison. Et on sait qu'ils ont poursuivi les tâches d'enseignement de leur père, puisqu'on possède en particulier une liste de noms propres très particulière, UET 617, dont on voit bien que c'est un travail scolaire, puisque les noms de prêtres en sumérien sont suivis par la traduction en akkadien, et on voit que ces noms propres correspondent à ceux de collègues des 2 purificateurs en question. Et certains de ces noms, comme je l'ai indiqué l'année dernière, se retrouvent encore à l'époque de Samsu-Iluna, comme celui de Eigidubi Isilim. Donc on ne peut pas exclure que cet exercice ait été rédigé à l'époque de Samsu-Iluna. Il faut quand même souligner le fait que dans cette maison, on n'a pas retrouvé de liste de signes. Or, la maison numéro 7 Quiet Street a été détruite soudainement par un incendie, donc en l'an 12 de Samsu-Iluna.
elle devrait fournir le cas idéal décrit par Civil. S'il y avait eu un enseignement jusqu'au dernier moment, eh bien, normalement, les tablettes scolaires devraient dater de cette phase-là, et on n'a pas les exercices qu'on attendrait. Alors, on peut se dire éventuellement qu'on aurait donné au numéro 7 Quarry Street qu'un enseignement avancé, les bases élémentaires ayant été acquises ailleurs par les élèves, et c'est la raison pour laquelle on n'aurait pas retrouvé ces listes qui faisaient partie de la formation initiale des apprentis scribes. L'éventuelle attribution des hymnes à l'époque de Rimsin II permettrait de voir une activité productrice jusqu'à la fin, mais vous voyez qu'on a un certain nombre d'incertitudes. Ce qu'on peut seulement dire, c'est que aussi bien Kuningal que ses fils semblent avoir enseigné dans leur maison pendant plusieurs dizaines d'années, mais il n'est pas complètement assuré que l'enseignement durera jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on peut dire pour les villes du Sud. Et il est à espérer, bien entendu, que de nouveaux exemples seront découverts prochainement. Passons maintenant à la partie nord de Sumer. Alors, il faut d'abord remarquer qu'il n'y eut pas à Isin, comme à Uruk ou à Larsa, de tentatives pour faire renaître une royauté locale. Isin, comme sa voisine Nippur, est passée sous la coupe de Rimsin II, mais Samsu-Iluna en récupéra durablement le contrôle en l'an X de son règne, puisque les deux villes n'échappèrent au royaume de Babylone que beaucoup plus tard, en l'an 29 de Samsu-Iluna, comme nous le verrons dans 3 semaines. Donc le cas d'Isin et de Nippur devrait être différent de celui d'Ur et de Larsa, et il nous faut voir en quoi les événements politiques ont pu affecter la formation des scribes. Je voudrais commencer par le cas le moins connu, celui d'Isin, avant de passer à Nippur, dont la situation me semble à reconsidérer. J'ai déjà indiqué dans l'introduction que le site d'Ishan Bahriyat, l'antique Isin, avait été fouillé par l'université de Munich durant 11 campagnes, entre 1973 et 1989. Un bilan chiffré des découvertes textuelles a été donné par Klaus Wilke dans son livre publié en 2000, et on a une présentation synthétique très utile des découvertes de textes scolaires dans le livre de Paul Del Nero sur la critique textuelle de la littérature sumérienne. Ces textes proviennent tous du secteur nord ou nord-est du Tel et ont été découverts dans des bâtiments qui sont probablement des maisons d'habitation. Wilke vient d'en donner la publication définitive dans un livre dont je n'ai malheureusement pas encore eu d'exemplaire entre les mains, et donc ce que je vais vous dire aujourd'hui est susceptible à brève échéance de modifications, mais surtout de compléments. Je commence par les découvertes effectuées en 1973-74 dans le secteur nord, avec la découverte d'un bâtiment d'au moins 11 pièces qui a livré plus de 200 tablettes, ainsi que quelques dizaines d'autres dans la rue adjacente qui proviennent à peu près certainement du pillage de la maison. Alors on a surtout des textes d'archives, lettres, textes juridiques et comptables, et les plus récents datent de l'année 26 de Samsu-Iluna. Et puis on a retrouvé dans plusieurs pièces des listes lexicales, et dans la pièce 5, on a retrouvé 5 jarres qui étaient côte à côte et dont on a pensé qu'elles pouvaient avoir été utilisées pour produire l'argile des tablettes en la laissant reposer dans de l'eau. Dans ce secteur, d'autres maisons ont été également partiellement dégagées, et elles contenaient également des textes d'archives allant de la même façon jusqu'en l'an 26 de Samsu-Iluna, et par ailleurs quelques textes lexicaux, mathématiques et littéraires. Dans le secteur nord-est, eh bien, les découvertes de la campagne de 1984 ont entraîné l'exhumation de pas moins de 140 textes. Donc on est ici à quelques 500 mètres de la zone précédente, et il s'agit en grande majorité de textes, cette fois de nature scolaire.
Donc Klaus Wilke les a fait connaître dans un rapport préliminaire paru en 1987 et dans 2 articles écrits au même moment et qui sont parus juste avant, en 1985. Selon Wilke, ce secteur où ces textes ont été découverts présente des caractéristiques analogues à celles du quartier des scribes de Nippur, fouillé dans les années 1950, que je présenterai dans un instant. On a retrouvé dans ce quartier d'Issine des bâtiments qui, manifestement, ont servi de cadre à un enseignement, mais Wilke recommandait, dans son étude de 1987, la plus grande prudence dans l'emploi du terme d'école, et mon livre sur Our de 1986 ne lui était pas encore connu lorsqu'il écrivit cela, et nous concordons parfaitement sur le fait que, plutôt que des bâtiments dédiés, des écoles, il s'agissait en fait de maisons de scribes ou de lettrés qui se livraient à domicile à la formation d'apprentis, ce qui est une vision assez différente. Alors, sa présentation des textes a été faite de manière typologique et non pas en fonction des lieux de découverte qui néanmoins sont indiqués. Alors, on relève notamment des textes littéraires, notamment une tablette à 6 colonnes de 70 lignes chacune qui comprend 5 compositions dans le même ordre que celui qu'on trouve dans 2 catalogues, l'hymne au temple de Kesh, le voyage d'Enki à Nippur, Inanna et Ebir, l'hymne à Nungal et enfin le texte de Gilgamesh et Ruwawa. On ne dit plus Rumbaba. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tablette a la taille d'une carte postale. Donc on a ici un exemple de plus de ce genre d'exploit qu'est l'écriture de textes en caractères minuscules. Malheureusement, les photos qui ont été données ne comportent pas d'échelle, donc je ne vous en passe pas à l'écran parce que ça ne servirait à rien et j'en reste à la description verbale. On a aussi retrouvé dans cette maison un manuscrit de la liste royale sumérienne, des textes lexicaux de nature variée, mais, et ça c'est intéressant, un de ces textes lexicaux comporte une date, et c'est justement l'année 12 de Samsu-Iluna, donc après la période de trouble, après le règne de l'usurpateur Rimsin II. On a aussi des exercices de contrat, des copies d'inscriptions royales, et des textes mathématiques, et puis on a aussi des documents d'archives, dont des lettres, et plusieurs d'entre elles comportent des salutations par Shamash et Marduk, ce qui permet de les dater à l'époque de la domination babylonienne, sans qu'on puisse aller plus loin pour savoir si on est sous le règne de Hammurabi ou celui de Samsu-Iluna. Il y a un cas particulier dans ce secteur du Nordost-Abschnitt qui est intéressant parce qu'on peut identifier la personne qui a vécu dans la maison. C'était un chef lamentateur, Galamar en sumérien, qui s'appelait Ur-Nininsina, et on a retrouvé dans sa maison un vase qui contenait une grande tablette qui comportait 11 incantations, en partie en akkadien et en partie en sumérien, qui ont été publiées par Wilke dès 1985. Et puis, à côté de cette jarre, on a découvert d'autres tablettes qui complètent le tableau, notamment la tablette 1537 qui comporte plusieurs colonnes avec la copie de plusieurs inscriptions royales, dont une en sumérien qui remonte à l'époque du roi d'Ur, Ur-Nammu, et une en akkadien qui fait référence à Ishmedagan d'Issine, donc un exercice typique d'apprenti. On a aussi 2 fragments de textes administratifs, mais qui n'ont pas conservé de date. Et puis, on a 3 lettres qui ont été adressées à ce Ur-Nininsina et dont de larges extraits ont été cités par Wilke dans son article de 1985. Un des correspondants indique dans sa lettre qu'il est allé depuis la ville d'Issine jusqu'à Babylone. Par conséquent, là encore, ça nous situe dans la période de Hammurabi ou Samsu-Iluna. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Wilke a repéré dans le contrat TIM 5-26 la présence comme acheteur d'un champ de cet Ur-Nininsina, avec son titre de chef incantateur, et on précise qu'il est fils de Ibni Amurum.
et le texte est daté de l'année 15 de Samsuiluna. Donc ceci est tout à fait intéressant parce que nous sommes dans la maison d'un chef incantateur qui vivait au moins jusqu'en l'an 15 de Samsuiluna, mais il n'y a pas de raison de considérer qu'il n'ait pas continué à occuper la maison jusqu'à son abandon en l'an 29. Et ceci rappelle évidemment, en raison de la formation scribale qu'on y trouve, la situation qui a été celle d'un autre chef lamentateur, Urrutu, qui est plus tardif, dont on a retrouvé la maison à Tel Edder, l'antique Sipar Amnanum, et qui date de l'époque d'Amitsaduqa, et dont les tablettes scolaires ont été publiées par Michel Tenray. Donc ceci est bien entendu quelque chose de tout à fait intéressant. Au total, dans ce quartier nord et nord-est d'Issine, on a des textes de dates différentes, mais je retiens surtout la présence de textes qui sont postérieurs à l'an 11 de Samsuiluna. On a donc indubitablement les vestiges d'un enseignement qui s'est poursuivi après le retour d'Issine sous le contrôle babylonien et jusqu'au moment où Issine échappa à Samsuiluna en l'an 29 de son règne. J'ai commencé par ce cas parce qu'il est tout à fait clair et il permet, je crois, de reconsidérer le cas de Nippur. Donc, avec Nippur, on est à 35 km à vol d'oiseau au nord-nord-ouest d'Issine, avec une situation politique qui a été la même, c'est-à-dire qu'à Nippur, on a reconnu Rimsin II pendant quelque temps, et puis la ville a été reconquise par Samsuiluna dans le courant de l'année 10, et Samsuiluna a conservé le contrôle de la ville encore pendant une vingtaine d'années. Quelques généralités à rappeler. Le fait qu'on a d'abord eu des fouilles américaines de la fin du XIXe siècle qui furent à la fois très fructueuses et en même temps catastrophiques. Je m'explique. On a retrouvé de très nombreuses tablettes, mais les techniques de fouille étaient encore très sommaires, et donc le contexte archéologique de ces tablettes est quasiment inconnu. Si l'on se réfère à ce que, à la même époque, les Allemands faisaient à Achour et à Babylone, eh bien, si vous me permettez l'expression, il n'y a pas photo. On sait seulement que beaucoup de tablettes paléo-babyloniennes, qu'il s'agisse de documents d'archives ou de textes littéraires et scolaires, ont été découverts dans ce qui a été appelé de ce fait Tablet Hill, c'est-à-dire la colline aux tablettes. On ne trouvait que ça. Et toutes ces tablettes ont été partagées entre les musées de Philadelphie, de Iéna et d'Istanbul. Et tout récemment, les textes juridiques et administratifs de Iéna, encore inédits, ont été publiés par Anne Goderis. La fouille de ce secteur a repris lors de la troisième campagne de l'expédition conjointe des universités de Chicago et de Philadelphie en 1951-52. Et deux secteurs ont été alors dégagés qui s'appellent TA et TB. Donc le T, c'est pour Tablet Hill, et ensuite on a distingué les sondages A et B. Et les tablettes qui sont issues de cette fouille ont une cote qu'on trouve souvent citée dans les publications sumérologiques, avec 3 NT et un numéro, ça veut dire troisième campagne de Nippur, le T étant pour tablette, et ensuite vous avez un numéro. Et ces tablettes sont aujourd'hui réparties, là encore, entre les musées de Philadelphie, l'Oriental Institute de Chicago et le musée de Bagdad. On a d'abord eu une publication des vestiges archéologiques par les fouilleurs eux-mêmes, McCone et Haynes, dans le volume 78 des OIP en 1967. Et ensuite, il y a eu un essai d'approche globale de ces deux quartiers, utilisant à la fois les données archéologiques et les textes, qui a été effectué par Elizabeth Stone dans sa thèse, qui a été publiée en 1987, donc qui s'appelle Quartier de Nippur, Nippur Neighborhoods, et qui a suscité pas moins de 3 comptes rendus en forme d'articles de la part de moi-même, de Govert Van Driel et de Nicolas Postgate.
Elizabeth Stone a insisté sur le fait qu'on a un certain nombre d'archives familiales qui débutent sous les rois d'Icine et qui s'arrêtent non pas, comme on pourrait s'y attendre, en l'an 29 de Samsu-Iluna, mais dès l'année 11. Et ceci montre l'ampleur des problèmes liés aux révoltes contre le roi de Babylone. Et la thèse qu'elle a développée, déjà dans un article antérieur à la publication de sa thèse, c'est que la crise de l'an 11 de Samsu-Iluna, qu'elle peut mettre en avant à partir de toute une série de facteurs, nombre de textes, effondrement du prix des terrains notamment, eh bien cette crise entraîna aussi la disparition de l'enseignement scribal 2 décennies avant que le quartier ne soit abandonné. J'avais déjà exprimé des doutes par rapport à cette chronologie dans mon compte-rendu de son livre, mais je n'avais pas utilisé à ce moment-là les données des découvertes d'Icine qui étaient toutes récentes, et donc je voudrais aujourd'hui, dans le temps qui reste, réexaminer ce dossier. Le cas le plus beau, c'est celui dans le quartier TA de la maison qui s'appelle la maison F. C'était une demeure de taille modeste, qui est donc située, comme l'ensemble du quartier, à 250 mètres au sud du grand temple d'Enlil. On ne sait pas exactement quand cette maison a été bâtie. Elizabeth Stone suppose que c'est sous le règne de Rimsin, mais ça pourrait être plus tôt. Et la quasi-totalité de la maison a été découverte, sauf l'angle sud-est qui se trouvait dans la berme. Et il faut bien comprendre que la fouille se trouvait déjà à une bonne profondeur, donc on n'a pas pu rentrer dans la berme pour fouiller cette partie-là de la maison. On suppose que c'est là que se trouvait l'entrée, puisqu'on n'en a pas de traces dans aucun des autres murs conservés. Cette entrée, locus 203, donnait accès à un espace central qui a reçu le numéro 192, et à partir de là, on avait accès au reste de la maison, pièces 189 et 191, un espace tout à fait au fond, le plus grand, 205, et l'espace 184 pour finir. Alors, comme souvent en archéologie mésopotamienne, il y a eu des débats sur la nature de certains espaces dont la fouille n'a pas permis avec certitude de déterminer si c'était une pièce ou une cour. C'est le cas en particulier de la pièce 205. Par ailleurs, il faut noter les traces de remaniement. Initialement, il y avait une porte qui permettait d'accéder directement depuis l'espace central 192 vers la pièce 184, et elle a été par la suite bouchée. Au total, si l'on regarde la surface au sol, donc en excluant la surface des murs, eh bien, la maison ne faisait que 45 mètres carrés, ce qui est assez peu, mais toutes les maisons des centres-villes, aussi bien à Our qu'à Nippur, sont souvent de petite taille, donc il n'y a rien là d'exceptionnel. Jusqu'à présent, rien qui distingue cette maison de ses voisines, mais le total des tablettes et fragments de tablettes qu'on a découverts dans ce bâtiment, eh bien, il est de 1425, c'est-à-dire 85% du total des découvertes épigraphiques du quartier TA. Dans les autres maisons, on a un certain équilibre entre documents d'archives et textes scolaires, tandis que dans cette maison F, eh bien, les textes scolaires représentent 98% du total de ce qui a été découvert. Et puis, un autre point très important, c'est le fait que, dans leur grande majorité, ces tablettes ont été retrouvées dans un contexte secondaire, c'est-à-dire qu'elles étaient incorporées au sol, ou encore, on les a trouvées dans les murs, ou encore dans divers aménagements de la maison, comme certaines banquettes, notamment dans la pièce 205. Autrement dit, on a affaire à des tablettes qui ont été volontairement mises au rebut. Alors, comment sait-on qu'il ne s'agit pas de tablettes venues d'ailleurs et remployées comme matériaux de construction, à l'image de ce que j'ai suggéré pour la maison numéro 1 Broad Street à Our? Eh bien, c'est notamment parce que
dans la pièce 205, on a découvert un coffre qui a été fabriqué avec des tablettes qui ont été utilisées comme des sortes de petites briques, et le tout était recouvert de plâtre. Et à l'intérieur de ce coffre, eh bien, on a découvert de nombreux fragments de tablettes et des morceaux d'argile pure. Il s'agissait manifestement d'un poste de travail où l'on recyclait les tablettes d'exercice en les trempant dans l'eau, puis en malaxant l'argile une fois devenue malléable, et finalement en reformant de nouvelles tablettes vierges de formes variées en fonction de l'exercice qu'il s'agissait d'écrire. Donc à partir du moment où on a des tablettes remployées et un poste de recyclage de tablettes, là, effectivement, il n'y a pas de doute, on est bien dans un bâtiment qui a servi de cadre à la formation de scribes. Alors, que nous disent les tablettes sur la formation des scribes? Beaucoup de choses. Cela a été étudié en détail par Eleanor Robson dans un article qui est paru dans la revue d'assyriologie en 2001, et je vous rappelle que tous les articles de la revue d'assyriologie sont accessibles gratuitement avec une toute petite barrière mobile sur le site Cairn, donc vous pouvez, si vous avez envie, facilement lire le détail de sa démonstration. J'indiquerai simplement qu'on a à la fois des listes qui appartiennent à la phase élémentaire de la formation des scribes et puis des textes littéraires qui relèvent d'un niveau plus avancé. Et je reprends quelques-unes des conclusions de l'article de Eleanor Robson. D'abord, le fait que, curieusement, dans cette maison, on n'a retrouvé aucune tablette d'initiation du type tutati, dans lesquelles les apprentis devaient recopier des syllabes en fonction de leur vocalisation, tutati, nunani, donc associés, forme des signes et prononciation. Deuxièmement, et ça c'est évidemment quelque chose qui a chagriné Eleanor Robson, vu ses intérêts personnels, très petite part des textes mathématiques dans cette maison, et puis aussi le fait que le programme d'études qui est révélé par ces documents se révèle un peu différent de ce qu'on a pu trouver par ailleurs. Et donc, Eleanor Robson a très justement indiqué que l'obsession qui était devenue celle d'un certain nombre de sumérologues pour reconstituer un cursus scolaire figé, eh bien, il faut faire très attention qu'il y avait manifestement une part de liberté qui était laissée aux maîtres qui pouvaient choisir d'enseigner telle pièce de littérature plutôt que telle autre, qui pouvait aussi éventuellement, dans l'ordre dans lequel les documents étaient étudiés, s'écarter de ce que faisaient d'autres collègues. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui indique qu'au premier semestre, on devra étudier de façon précise, etc. Chose d'ailleurs, instructions contre lesquelles un certain nombre de collègues de l'enseignement primaire ou secondaire s'élèvent en regrettant qu'il n'ait pas un petit peu plus de marge de manœuvre. Dans le monde sumérien du deuxième millénaire avant notre ère, eh bien, manifestement, les maîtres avaient un certain degré de liberté. Alors, comme je vous l'ai déjà indiqué il y a un instant, la plupart des tablettes de cette maison ont été retrouvées dans un contexte secondaire. Mais il y a également des tablettes qui ont été découvertes sur le sol. Et donc, logiquement, elles datent de la dernière phase d'occupation. Alors évidemment, tout de suite, la question, c'est lesquelles c'est? Eh bien, malheureusement, il faut bien dire que l'abondance même des découvertes et les méthodes d'enregistrement encore trop sommaires au début des années 1950 font que l'emplacement précis de chaque fragment n'a pas été noté, ce qui est bien dommage. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces tablettes forment bien un ensemble, et là-dessus, Eleanor Robson a pu faire une démonstration impeccable en montrant que beaucoup de fragments ont pu être rejoints physiquement et que, précisément, on trouve des fragments provenant de pièces différentes qui, à l'origine, appartenaient à la même tablette, ce qui montre bien, par conséquent, que c'est bien un seul et même ensemble qui a été ainsi
retrouvées. Alors évidemment, le remembrement, par ailleurs, fait diminuer le nombre des tablettes. On est déjà passé de 1425 à un peu moins de 1300, et il est vraisemblable qu'au départ, il y avait en réalité moins d'1 millier de tablettes qui se trouvaient dans cette maison. Alors, le problème de la stratigraphie et de la chronologie est très complexe. Les archéologues ont distingué plusieurs niveaux d'occupation, mais la prise en compte des joints entre les fragments a conduit Eleanor Robson à la conclusion que toutes les tablettes scolaires dataient de la même phase. Et la question cruciale, c'est de savoir comment dater cette phase. Alors, Miguel Civil avait noté dès 1979 que le témoignage de la stratigraphie en ce qui concerne donc la pièce 205 avec les niveaux 10 et 11 suggère que quelque temps avant la dernière destruction du quartier, eh bien, des textes littéraires et des exercices scribaux ont été jetés en grand nombre et utilisés donc comme des petites briques pour faire des boîtes ou des banquettes ou simplement comme comblement. Et il indique, comme il y a un témoignage d'une occupation ennemie de durée courte aux alentours de l'année 9 de Samsu-Iluna, donc allusion à la révolte de Rimsin II, il est possible que les activités scolaires aient été interrompues brusquement, mais brièvement, aux alentours de 1740. Donc ça, c'est le début de la révolte contre Samsu-Iluna en l'année 8. Mais il indique après un examen plus poussé du témoignage archéologique n'est pas si net que le rapport dans IP 78 le suggère, et il indique je ne peux pas discuter plus longuement cette question. Alors, c'est ce qu'a fait Elizabeth Stone, qui a été une élève de Civil, dans sa thèse. Et elle a amplifié l'idée que, eh bien, il y a cette rupture aux alentours de l'année 9-10 de Samsu-Iluna. Personnellement, je n'ai pas été extrêmement convaincu par sa démonstration et j'avais estimé qu'il y avait un gros problème dans le fait que dans la dernière phase d'occupation, le niveau 10, eh bien, on trouvait aussi quelques fragments scolaires. Et alors Elizabeth Stone les a écartés d'un revers de manche en disant qu'il s'agissait de restes de la phase précédente. Et là, j'avoue que je ne comprends pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Reste de la phase précédente. Pour moi, l'explication la plus simple, c'est que, à nouveau, il y a eu un enseignement scolaire. Donc, il y a eu un moment où on a, en effet, mis de côté tous les textes scolaires qui avaient été accumulés pendant un moment. Et puis ensuite, si on retrouve, lors de la phase finale, à nouveau des tablettes scolaires, ça veut dire qu'on a repris l'enseignement. Et il se trouve que nous savons que cette maison a été réoccupée jusqu'au roi du pays de la mer Ilima Ilum, puisqu'il y a une tablette, SAOC 44, numéro 12, qui date de ce roi. Et donc, il y a des activités scolaires qui ont été maintenues jusqu'au moment où Samsu-Iluna a définitivement perdu le contrôle de Nippur. Et si l'on regarde les maisons voisines qui ont également livré des tablettes scolaires, quoiqu'en bien moindre quantité, eh bien, je citerai ici la conclusion que j'avais donnée en 1990. Comme précédemment pour la maison F, à propos de la maison G, la question se pose de savoir si la crise des années 9-10 de Samsu-Iluna a entraîné l'interruption de l'enseignement dans cette maison. Curieusement, Elizabeth Stone omet de signaler qu'on y a découvert, en plus de 29 textes scolaires et littéraires, 2 lettres et 3 textes économiques, dont 2 datés, et on voit qu'ils sont datés des années 13 et 27 de Samsu-Iluna, et donc la maison G confirme les réserves que j'avais émises à propos de la maison F quant à la disparition de toute activité scolaire après la crise de l'année 11 de Samsu-Iluna. Une fois de plus, on voit à quel point les conclusions des trop rares études synthétiques qui existent en assyriologie reposent sur des bases fragiles. Et il serait bien sûr aujourd'hui très intéressant de faire à Nippur ce qu'Elizabeth Stone a entrepris à Our depuis 2015, c'est-à-dire reprendre la fouille de quelques maisons pour affiner l'approche en fonction des questions que nous nous posons aujourd'hui. En effet, notre problématique est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était en 1951 lorsque les archéologues travaillaient dans ce secteur.
la question était de savoir est-ce qu'on est à l'époque d'Ur III, est-ce qu'on est à l'époque paléo-babylonienne, mais au moment où les McCown et Haynes fouillaient, on ne se posait pas la question de savoir si est-ce que ce niveau date de Samsu-Luna 9 ou est-ce qu'il date de Samsu-Luna 29. Une vingtaine d'années, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout et qui aujourd'hui, évidemment, est une question cruciale. Donc l'importance de cette césure de l'an 11 de Samsu-Luna à Nippur, une idée de Miguel Civil reprise par Elizabeth Stone, me semble tout à fait sujette à caution, et en particulier lorsque on regarde la situation d'Isin, qui n'était pas bien loin, et où on voit là, au contraire, une continuité très grande. Et il me paraît certain que la formation d'apprentis scribes se poursuivit dans ces deux villes, aussi bien à Isin qu'à Nippur, jusqu'à ce que les Babyloniens soient contraints d'abandonner ces deux villes après l'an 29 de Samsu-Iluna. Il est certain, au contraire, qu'une rupture marqua définitivement l'histoire d'Ur, de Larsa, et on peut ajouter d'Uruk, y compris bien sûr dans la vie scolaire. Et la question est de savoir ce que devinrent tous les habitants de cette région du sud de Sumer à partir de l'an 12 de Samsu-Iluna, et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Merci de votre attention.